Bon, nous commençons. En l'absence de Laurent Védresse, nous commençons quand même, puisque tout le monde a des emplois du temps très serrés, et en vous remerciant d'avoir été quelques-uns à préférer cette discussion ou cette première information sur Nicole Védresse à d'autres programmes qui ne manquent pas ici. Donc, on va se faire un ping-pong, on va se relayer, mais enfin, c'est quand même Émilie qui va faire le guide. Bonjour à tous, merci d'être là. En attendant Laurent Védresse, on va commencer par quelques remerciements pour monter cette conversation, cette conférence autour de Nicole Védresse. Aujourd'hui, pour s'intéresser à son travail et à sa méthode, les pistes sont parfois un petit peu maigres. Elle a laissé des films, mais elle n'a pas laissé forcément beaucoup d'archives. Laurent Védresse, donc son fils, nous a très gentiment ouvert son tiroir de photographies. Donc vous allez voir des documents personnels, des photographies, des notes, mais nous n'avons pas trouvé finalement de documents inachevés ou de notes de travail ou de textes revenant clairement, ou de correspondances revenant vraiment sur ces liens et sa méthode d'écriture de cinéma. Évidemment, il y a les archives administratives de la Cinémathèque française où une maigre correspondance avec Langlois nous a permis quand même de tirer quelques petits fils rouges sur les liens qu'elle pouvait avoir avec lui, et notamment l'accès aux photographies pour son ouvrage Images du cinéma français en 1945, et puis après le film Paris 1900. À l'Iconothèque aussi, nous avons trouvé des photographies, des articles. Des articles de presse peuvent être consultés dans différentes bibliothèques à Paris. Nous remercions Lina aussi, qui évidemment, personnage de télévision. Nicole Védresse a travaillé près de 20 ans pour la télévision française, donc il y a énormément d'occurrences à Lina. Donc nous allons vous présenter une sélection de quatre documents qui proviennent de là. Laurence Brandberger, fille de Pierre Brandberger, nous a ouvert aussi ses archives autour du film Paris 1900, où nous avons pu consulter des documents importants. Mentionnons aussi Jérôme Alain, archiviste, qui mène depuis une petite dizaine d'années une enquête autour de Nicole Védresse dans le cadre d'études et de recherches personnelles, et qui développe un site internet extrêmement bien développé, où particulièrement des éléments biographiques ont été récoltés. Merci aussi à Monica Dell'Asta de l'Université de Bologne pour nous avoir envoyé son article important, pionnier, décisif sur la personnalité complexe et cachée de la monteuse Myriam. Nous y reviendrons. Et mentionnons enfin, pour l'Université de Paris 3 Censier, le livre en cours de Laurent Verret, directeur du département cinéma, qui doit publier incessamment sous peu une étude autour du cinéma de Nicole Védresse. Pour les ultra spécialistes, je gagne toujours un peu de temps en attendant Laurent Védresse. Mentionnons enfin le fonds Savinsky, qui est donc la mère de Nicole Védresse, qui était traductrice et romancière à l'IMEC, où on peut trouver des éléments biographiques tout à fait importants pour cerner un petit peu la vie de cette Nicole Védresse. Donc rentrons, pour vous donner un petit peu un plan de la discussion de ce matin. Je vais me charger de dresser un portrait de vie à toute vitesse, avec les éléments que nous avons. De parler également, il sera question de sa carrière et de sa méthode de travail, comment un film de papier devient un film tout court. Et nous lancerons comme ça quelques pistes et tenterons de comprendre pourquoi sa carrière cinéma finalement s'est arrêtée au profit d'une carrière de télévision. Donc Nicole Védresse est née à Paris en septembre 1911 dans le 16e arrondissement. Elle mène une enfance tout à fait bourgeoise. Sa mère, donc Ludmila Savinsky, était russe, d'une famille aristocratique d'Ukraine. Elle s'est mariée à un Français originaire de Nancy qui s'appelait Jules Reiss. Donc Nicole Védresse, vous pouvez trouver son nom et sa signature sous différents homonymes, qui est Védresse, Reiss ou Nathan, quand elle va se marier avec Marcel Cravan.
On peut dire que Nicole Védresse sera baignée tout naturellement dans un univers littéraire. Sa mère était linguiste, elle parlait extrêmement bien l'anglais et le français. Elle fut la première traductrice une des premières traductrices de textes importants de Virginia Woolf, Isherwood, Procoche ou Joyce, bien avant que paraisse la traduction de Ulysse par Adrienne Monnier. Elle va s'intéresser particulièrement à Dédalus. Son père, donc Jules Reiss, était bibliothécaire à la Chambre des députés à Paris. Pardon. Ok, je parle trop vite, pardon. Sorry. Donc son père était bibliothécaire à la Chambre des députés. C'était aussi un collectionneur de livres. J'ai pu lire que la bibliothèque personnelle du père de Nicole Védresse comportait entre 5 000 et 6 000 ouvrages. Védresse a souvent mentionné dans des entretiens cette petite phrase, c'est « dès que j'ai su lire et écrire, j'ai écrit ». Elle lit Molière, Shakespeare quand elle est enfant et elle écrit elle-même des romans dialogués à la façon de ses maîtres. Elle écrit des histoires où des personnages s'appellent Alceste ou Ophélie. Elle dira de sa sœur et elle, nous avons été élevés par les livres. Donc, éducation bourgeoise, elle fait toute son éducation scolaire à l'école alsacienne, puis à la Sorbonne, en faculté de lettres, une licence de lettres et allemand, puis une étude de droit. Elle fait des séjours en Angleterre et en Allemagne. Oui. Elle fait des séjours réguliers en Angleterre et en Allemagne. Et finalement, son premier travail rémunéré à la Sorbonne est de classer les archives de Jules Ferry. Donc elle y reviendra régulièrement et mentionnera que ça a été très formateur pour elle de classer ses archives papier. Donc c'est une éducation vraiment bourgeoise et vraiment de russe blanc, quoi. C'est quelque chose, et ça se ressent finalement quand on l'entend parler, quand on la voit à l'écran. Peut-être pour que les traductrices puissent reprendre leur souffle, on peut commencer par un extrait. On vous a sélectionné un épisode, une intervention de sa part à Lecture pour tous. Nicole Védresse a participé à cette émission littéraire qui était pionnière à la télévision française de 53 à 65. Elle est décédée en novembre 65, donc jusqu'à la fin de sa vie. C'était la première émission littéraire à la télévision française, proposée par Jean Darcy et montée par Pierre Dumayet et des groupes. Elle a vraiment participé dès le début de cette émission au contenu. Mais finalement, sa particularité et son moment à elle était de parler d'un événement, qui avait retenu son attention et qui avait retenu son attention et sur lequel elle voulait revenir d'une façon totalement naturelle. Je suis désolée, j'ai un débit rapide, mais je vais essayer de me calmer. Donc on va commencer par le premier extrait qui est au sujet de la rentrée littéraire. Merci. Il était victime, lui aussi, donc du kinéscope. Il était victime du kinéscope. Eh bien, venons-en maintenant à cette atmosphère de rentrée. Comment se présente-t-elle, Nicole? En ce moment, c'est charmant, parce que Paris est tout de même un petit peu vide, et que même dans certaines rues de Paris où il y a le plus d'éditeurs et d'auteurs au mètre ou au kilomètre carré, on trouve des gens qui ont des loisirs, qui marchent lentement, des auteurs qui se rencontrent et qui se disent « J'ai hâte, cher ami, de vous lire ». Les écrivains se lisent les uns les autres. Je suis allée voir ce qui se passe dans les bureaux des attachés de presse, des éditeurs, ce qu'on appelle les gens qui s'occupent des publiques relations. Et j'ai demandé à une attachée de presse en particulier, qui est une femme charmante, je lui ai dit « Qu'est-ce qui caractérise la saison? Où en est-on » Elle m'a dit « En ce moment, on déjeune. C'est la saison où on déjeune, on se donne des déjeuners, on a le temps, les éditeurs voient les journalistes voient les auteurs, et puis alors quelques-uns, comme vient de faire Michel Breitman, comme d'autres, font leur service de presse. Alors c'est la séance pénible des dédicaces. Les dédicaces, oui. Ouais. Vous savez ce qu'ils ont? Il y en a beaucoup qui font des dédicaces en usant d'un stylo à billes. Et alors ça leur fait mal au pouce à la fin. Et au début je ne comprenais pas, j'ai vu 2 ou 3 auteurs qui se tenaient les pouces comme ça. Est-ce que c'est la superstition? Oui. Mais alors il paraît que ça durcit le pouce de tenir un stylo à billes. Oui. Des téléspectateurs m'ont posé une question justement à propos des dédicaces. Ils m'ont demandé si
dans leur service de presse, les auteurs avaient des manies en matière de dédicace, et si de ces manies, on pouvait tirer des conclusions les concernant. J'avoue que je suis resté un peu sans réponse. Des manies. Ben, par exemple, voyez-vous, oui, déjà psychologiquement, on peut situer les gens comme Louise de Villemorin qui aiment tenir salon quand ils font des dédicaces, et les gens comme Henri de Monterland qui ne supportent pas que qui que ce soit entre dans la pièce pendant qu'ils font les vers. Ce sont les deux pôles, si vous voulez. En gros, on pourrait dire que ceux qui font les plus belles et les plus longues dédicaces sont en général les moins bons auteurs. Je me rappelle une fois où je me trouvais dans un bureau et j'étais avec Odette Joyeux, elle était en difficulté pour faire ses dédicaces, et il y avait une pile de volumes de Malraux, je crois que c'était Les Voix du silence, et elle s'est dit, à la fin, je vais copier sur Malraux, on va bien voir. On a ouvert tous les volumes, il y avait toujours écrit cordialement, et il paraît que chez les éditeurs, on sait très bien que les très bons auteurs font de toutes petites dédicaces, très courtes. Il y a comme manie autrement. Il y en a qui font des dessins. Hein. Ça se fait moins. Il paraît que ça se fait moins. On faisait même des pâtés. Vous vous rappelez? Non, vous vous rappelez pas. Ça, c'était vers 1930. C'était bien ce côté laisser aller. On faisait des pâtés, on faisait des surcharges, on faisait des fautes. Maintenant, il y en a. Oui, il y en a encore quelques-uns qui font des dessins, oui, des caricatures. Oui. Mais je crois que la plupart des auteurs ont fait une sorte de référendum, si j'ose dire, a été fait, et que les auteurs aimeraient mieux ne pas en faire et envoyer aux critiques anonymement, comme ça se fait en Angleterre. Eh bien, Nicole, merci. Nous avons lu Pain sur la planche, je crois, la semaine qui vient. Nous aussi. Donc, pardon, parce qu'en fait, elle parle aussi vite que moi et je suis trop sous son influence. Donc nous sommes en 58, l'extrait que vous venez voir, l'émission date de 1958. Nicole Védresse va vite devenir un des visages préférés des Français et des téléspectateurs. Elle a ce bagou naturel et cette façon très joyeuse et très piquante, finalement, de dire des choses intelligentes avec un ton très accessible. Nicole Védresse est une. Donc là, les documents que vous voyez à l'écran proviennent directement des archives. Donc on voit des documents de vie. On voit la photo où elle est à la fenêtre. Il s'agit de la place Fürstenberg où elle va vivre une large partie de sa vie. Nicole Védresse est une figure importante du Paris d'après-guerre et particulièrement de Saint-Germain-des-Prés. Je vais vous lire une petite description de Denise Bourdet, qui écrit en 1966, dans son ouvrage Encre sympathique, une description de l'univers de travail de Nicole Védresse et de la rue Fürstenberg. Donc la pièce de vie où travaille Védresse. C'est une grande pièce aux murs rouges, table bureau, beaucoup de livres visibles sur des rayonnages, d'autres cachés dans une armoire, aucun désordre, des objets qui n'ont pas l'air de bibelots, quelques gravures qui ont l'air de Picasso, des sièges anciens, directoires, je crois. Je n'ai pas le temps de tout bien regarder car je vais droit à l'une des 3 fenêtres pour voir la place Fürstenberg. Voilà, donc un léger. Vous voyez là une photo de Douaneau de cette place sous la neige. Vous voyez aussi donc ces photos qui sont assez connues. Celle tout en haut se situe au Montana où elle est entourée d'habitués du lieu. La photo dans la voiture est signée aussi Douaneau. Il y a toute une série de portraits. Et enfin, elle parle avec Raymond Queneau au restaurant Le Bœuf sur le Toit. Un petit photogramme aussi de l'ouverture du film de Baratier que vous avez peut-être vu hier. Ce film de 50 est une carte postale tout à fait étonnante de Saint-Germain-des-Prés de l'époque, car il y a déjà, ce n'est pas une simple carte postale, ce n'est pas un simple enregistrement de vie et une sorte de reportage sur les figures, mais il y a déjà cette distance par un commentaire, il y a déjà cette petite pointe acide mais tendre sur ce qui se passe. Et qui peut se retrouver aussi dans l'écriture cinéma de Védresse. Elle commence à écrire très tôt pour la presse, finalement. Donc, le travail de journaliste presse sont ses premières armes. Elle travaille pour le Mercure de France, finalement, jusqu'à la fin de sa vie, et elle commence dès les années 30. Elle se marie 2 fois, une fois avec Giovanni Védresse, qui aussi était en contact avec Girodias et tenait une galerie, travaillait dans une galerie d'art rue de Seine,
qui va lui permettre aussi d'intégrer tout un réseau de personnalités lui permettant après de réaliser ces films. Et donc elle a un petit garçon en 1933 qui s'appelle Laurent Védresse, qui n'est toujours pas arrivé. Donc c'est une habituée de Saint-Germain-des-Prés et de tout finalement un réseau et de connexions qui va lui servir pour plus tard. Donc on passe maintenant finalement à son premier acte de montage. Je vais laisser la parole à Bernard. Il s'agit du livre Images du cinéma français qu'elle publie en 1945. Et juste avant, il y a Un siècle d'élégance française, 2 livres qu'elle préparera sous l'occupation. Donc voilà, oui, 43, Nicole Védresse publie Un siècle d'élégance française, édité par un jeune éditeur, par le fils d'un éditeur qui s'appelle Girodias et un jeune éditeur qui s'appelle Maurice Girodias, qui n'a pas encore 25 ans et dont vous connaissez évidemment le nom à propos de Olympia Press. C'est le premier éditeur de Lolita, tout simplement, dans les années 50. Donc Maurice Girodias se lance dans l'édition avec cet album très illustré et qui est pour elle, pour Nicole Védresse, un premier travail de documentation. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec les archives de Jules Ferry avant, mais c'est un premier travail de documentation plastique, visuelle, et dans lequel elle fait avec son équipe, elle fait un travail de mise en page, de mise en ordre, qui s'apparente déjà très fort à une forme de montage, ce qu'elle va revendiquer plus tard. Donc on a des images d'un siècle d'élégance française, voilà. Donc il y a à la fois des regroupements thématiques, des regroupements par forme d'objet et un jeu sur le remontage, le recadrage à l'intérieur. Il y a même un procédé à la Abel Gance, tout à coup, des pages qui s'ouvrent et qui deviennent des triptyques. Première idée, première approche intéressante de quelque chose qui n'est déjà plus la littérature, ni même la littérature illustrée. Et de là, elle passe en 1943, un contrat est signé avec Henri Langlois, qui met à la disposition de Girodias et de Nicole Védresse les fonds photos de la Cinémathèque française, qui évidemment ont été accumulés par Langlois, mais jamais inventoriés, si vous connaissez le personnage, et dans lequel elle va passer 2 ans à fouiller, à chercher, à ordonner pour un livre qui paraîtra après la Libération, qui paraîtra en février 1945, alors que Langlois a déjà inauguré en décembre 1944 son exposition qui porte le même titre, Images du cinéma français. Alors, Images du cinéma français est une entreprise très extraordinaire. Jusque-là, on a eu des histoires du cinéma publicitaire, des histoires du cinéma chronologique, des histoires du cinéma comme art, c'est à peu près des histoires du cinéma de cinéphiles, de souvenirs personnels, et c'est la première fois qu'on fait une histoire du cinéma par intuition et par l'image d'abord, et par un montage intuitif, par un regroupement intuitif, c'est-à-dire que les photos, le texte court à partir de 4 ou 5 têtes de chapitre essentielles, la terreur, je ne sais plus, enfin bon, il y en a ici. Forme, influence, l'aventure. Voilà, c'est ça. Et l'image tient son propre discours. C'est un discours qui peut être des associations extrêmement peu évidentes pour nous. Et c'est là vraiment une découverte du montage. On peut avoir aussi bien des images de Michel Simon et des images d'un documentaire. Bon, l'exemple que je donne en général, c'est cette page avec les 3 images de Michel Simon dans Boudu, une femme dans Boudu, une femme dans un documentaire dans la zone qui tient un chien comme Michel Simon, et une image de Catherine Essling, alors je ne sais plus dans quoi, mais une image de Catherine Essling dont l'expression est très très proche finalement de celle de Michel Simon. Donc vous voyez, le montage n'est absolument pas narratif, ça n'a rien à voir avec un montage par genre de film, ni même par style. C'est vraiment les photos gouvernent le récit. Ou bien on a l'idée du fantastique qui vient de la nature. Bon, la grande idée
qu'annonce le film, qu'annonce le livre, c'est cette idée que le fantastique se cache dans la réalité. C'est quelque chose qui est complètement à l'inverse, qui va à contre-courant de la préface. La préface du livre est de Paul Éluard, donc un grand poète français écrit pour Langlois ou pour Nicole Védresse ou pour Giraudias, je ne sais pas, une préface, où il fait l'éloge, évidemment, des puissances de rêve du cinéma, enfin un sens du cinéma qui a à voir plutôt avec Méliès. Et c'est également ce que Langlois a pensé jusque-là. Langlois a toujours pensé que Méliès est le premier le premier cinéaste. Et ici, on a, au contraire, chez Nicole Védresse, aussi bien dans son discours écrit que surtout dans son discours par image, cette espèce de folie de la réalité. La réalité est prise de folie. Elle commence par un chapitre sur les burlesques français du début du siècle qui sont à l'opposé de Méliès, qui ne tournent pas sur une scène, qui tournent dans la rue, qui font des trucages, qui font des courses sur les toits, qui font intervenir des fromages qui s'animent dans la rue. Je ne sais pas si on les a là, qui font intervenir un dromadaire dans un appartement, etc. Et petit à petit, elle va là-dessus, et Langlois saisit immédiatement ce qu'il y a de très très nouveau dans ce qu'elle lui dit. Langlois, qui était un idolâtre de Méliès, bien sûr, découvre finalement une autre voie du cinéma, et Langlois va écrire dans les cartels de son exposition, il fait évidemment l'éloge de cette folie de rêve, de cette puissance de rêve du cinéma français, mais il va aussi dans cette puissance de rêve qui vient de la réalité. Il évoque les squelettes abandonnés sur la falaise de quelques Majorquins de l'âge d'or, le mystère, les maisons truquées, les enlèvements, les disparitions, et il glisse vers Fantomas, et il conclut Judex, Irma Vep, Musidora, les vampires bien sûr, mais surtout, dit Langlois, un rythme et une simplicité et une liberté unique et ravissante qui font de Feuillade l'inventeur du récit cinématographique. C'est plus Méliès, c'est Feuillade. Et avant René Clair, un véritable cinéaste. Aucun préjugé esthétique, aucune volonté d'être artiste, mais l'amour et la découverte du vrai langage du cinéma. Autre argument de Langlois, qui rebondit sans doute sur Nicole Védresse, le cinéma n'est pas un art noble. Le cinéma est un art où tous les films sont à égalité, ces petits burlesques vulgaires du début du siècle, autant que Epstein ou que les Cabell-Gans. Voilà. Donc cet aspect-là arrive dans ce livre. Ce livre est à la fois un travail de montage qui débouche d'abord sur une amitié avec Langlois, amitié jamais démentie jusque dans les années 60, ce qui n'est pas rien pour les gens qui fréquentaient Langlois, et puis une autre idée du cinéma, qu'elle affirme, elle, et qu'elle va continuer d'affirmer, d'abord dans Paris 1900 en se servant des actualités et des films de fiction ensemble, et ensuite dans les articles, les essais qu'elle va écrire, et à propos du cinéma, toujours très très fidèle langloisienne, et à propos de son propre film, où elle fait, 1 an après la sortie de Paris 1900, où elle montre une grande modestie par rapport à son travail, et elle note quelques éléments qui, à mon avis, restent aujourd'hui valables sur la fonction du montage. D'abord, elle dit que sa réalisation fut plutôt une affaire d'amateur. Et elle ajoute que c'est un travail, faire un film de montage comme Paris 1900 est un travail infiniment plus aisé que le public ne l'imagine. C'est au détour d'une phrase, il n'y a aucune coquetterie là-dedans. Et ajoute que la confection d'un film dit de montage permet de saisir à l'état brut certaines données d'un art, qu'on appelle le 7e, et qui pourrait bien être, après tout, qu'un moyen de conjuguer les 6 précédents. Elle choisit pour titre de cet essai paru dans Les Temps modernes, la revue de Sartre, « Les feuilles bougent ». C'est une idée du cinéma. Les feuilles bougent représentent une idée du cinéma
qui a été reprise et formulée également par Griffiths dans une phrase qui a été souvent reprise par Jean-Marie Straub. Ce que j'essaye avant tout de vous montrer, c'est le vent dans les arbres. C'est donc les feuilles bougent. Ce qu'elle a vu dans les films Lumière, c'est ça, c'est les feuilles bougent. Voici Laurent Védresse qui arrive, je continue. Et un sens de l'époque aussi, donc je continue sur cette idée du montage. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler de tout. Le travail de sélection et de représentation, donc le montage commence évidemment dans la sélection et aboutit au film. Et pour elle, le travail de sélection et de représentation s'apparente beaucoup plus à celui de la fiction littéraire qu'à celui de la compilation historique. Le montage amène déjà la fiction. Et l'opération connue, c'est un résumé brutal et sauvage de cet article, mais c'est quelques phrases qui me paraissent importantes. L'opération connue au cinéma sous le nom de montage est en définitive, dans le cinéma, ce qui ressemble le plus au travail de l'écrivain. Tout au contraire, j'ajoute pour expliquer, la confection d'un commentaire, la rédaction de dialogues et surtout l'opération d'écriture qui s'appelle exposer un sujet, c'est-à-dire résumer en 20 ou 10 pages l'essentiel d'une action, sont des performances qui n'ont presque rien à voir avec le métier d'écrire. Donc cette conception à la fois littéraire, la parole a une grande importance dans ces films, littéraire, de montage et réaliste du cinéma, c'est une combinaison de 3 définitions qui me paraît tout à fait propre à ce cinéma, mais qui en revanche a eu des fils et des enfants, alors non seulement dans le point de vue de Langlois, mais également dans le point de vue de la critique, et je pense en particulier à Bazin, bien sûr, mais pas seulement à Bazin. L'article de Bazin sur Paris 1900 n'est pas seulement une critique, mais c'est aussi, avec son article sur un autre film produit par Pierre Braunberger, La course de taureaux, c'est un film réalisé par la monteuse de Paris 1900 d'ailleurs, Myriam. C'est aussi un peu la fondation du système esthétique de Bazin et de ses successeurs, alors que d'un autre côté, l'assistant de Paris 1900, Alain Resnais, et son copain Chris Marker ont pris ces 3 éléments aussi chez Nicole Védresse, mais on en fait autre chose, toujours avec, dans des confluents et écartements et écarts avec Bazin, bien sûr. Merci. Merci. Merci Bernard. Alors je faisais un peu je montrais quelques images derrière. Vous avez vu, donc là l'idée était de montrer Marker Resnais. Je reviens un tout petit peu. Peut-être on peut regarder un extrait de Paris 1900 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Nous avons sélectionné un extrait qui nous semblait un petit peu représentatif de ce que vient de dire Bernard et de l'importance du commentaire. Juste pour revenir sur cette diapositive, ces documents donc, nous ont été gentiment mis à disposition par Laurence Braunberger. Ils sont dans les archives du film du jeudi, qui détient donc les cahiers de travail de Myriam, que vous voyez là dans l'ouverture méta-cinéma de Guitry, le roman d'un tricheur. Vous la voyez donc au travail, assise à la table. Donc on va maintenant montrer l'extrait de Paris 1900. La musique a suivi le même mouvement. L'œuvre maîtresse de Debussy, Péléas et Mélisande, a connu à sa première représentation les huées de la foule, Claude Debussy. Les interprètes de Péléas, Jean Perrier, Marie Gardenne. Peu importe que les contemporains rient de si bon cœur, quelques-uns comprennent et applaudissent, ils songent que demain, cet art aura triomphé à son tour.
Dans les jardins de Paris, le matin, de bonne heure, on aperçoit parfois un promeneur isolé qui songe au destin de ce temps et qui se demande quels en seront les prolongements dans l'avenir. Les écrivains, les philosophes, les peintres de la nouvelle génération ne sont pas célèbres encore, et le passant ne se retourne point sur eux. Pourtant, c'est André Gide qui médite au but de Chaumont. Il répond aux artistes officiels « Nous nous en prenons à des terres nouvelles ». Au jardin du Luxembourg, Gide rencontre parfois un poète encore mal connu, lui aussi, Paul Valéry. Guillaume Apollinaire a posé pour une petite série de photos animées. Seule image vivante qui demeure d'un homme qui fut l'ami de tous les peintres de son temps. Ok, donc les terres nouvelles, si l'on revient un tout petit peu sur la méthode mise en place par Védresse, elle s'accapare finalement une théorie, enfin moi je lance quelques pistes, mais qui ont été déjà étudiées par des historiens du cinéma comme Laurent Verret ou François Albera. Mais c'est vrai que le film de montage, le film de montage d'archives, les exemples les plus intéressants se situent du côté de la Russie, et en particulier du côté d'une personnalité qui s'appelle Esther Choub, qui était une pionnière, qui était monteuse d'Eisenstein, qui était issue du mouvement constructiviste russe, et qui a été une des pionnières à monter des images d'archives, mais surtout à se diriger vers toutes sortes d'archives pour pouvoir produire un contenu. L'un de ses films les plus connus est La chute de la dynastie des Romanov, et je vous ai donc mis une citation d'un théoricien, Victor Chovsky, qui s'est intéressé à sa méthode et donc à sa filmographie, et qui revient sur l'idée qu'il n'y a pas de plan contemporain filmé pour expliquer l'histoire, mais qu'on s'approprie des plans d'époque pour pouvoir expliquer et donner à imaginer l'histoire et donner un film d'aujourd'hui. Et ça, je pense que les films de Nicole Védresse sont extrêmement vertigineux là-dessus. Ce sont des films qui utilisent des images et qui les rendent contemporaines par la puissance de la parole, car quand même l'enjeu du cinéma de cette époque, on terminera par Rouge, donc je ne vais pas paraphraser Rouge, mais c'est quand même la légèreté de l'équipement qui permet d'aller dans la rue, qui permet d'aller filmer au plus près, mais aussi le son, évidemment. Donc ces documentaires, avant l'invention du son synchrone, portent sur la puissance de la voix, du commentaire. Le commentaire n'est pas là pour paraphraser, n'est pas là pour expliquer ce que l'on voit, mais pour donner à imaginer et finalement construire un autre itinéraire. Convergent ou pas, mais en tout cas donner à entendre quelque chose. Labarthe, qui est aussi un des descendants de Védresse, un des enfants de la méthode Védresse, dira que finalement l'oreille est un bien meilleur œil que l'œil. Et c'est vrai que le son de ces films documentaires, c'est un sujet d'étude qui est primordial, peut-être même au-delà du montage ou de l'image. Il faut aussi prendre en considération que le film d'archives et de montage est relativement à la mode et pour la décennie à venir. Le Festival de Cannes, sous l'autorité de Maurice Bessy, va même faire une section qui s'appellera Passé composé pour présenter des films de montage comme on les appelle à cette époque-là. J'ai à peu près 10 ans après, en 68, on avait évoqué l'année dernière 2 exemples antinomiques qui étaient le film d'Allégret sur Lumière et le film produit par Romer et Langlois la même année sur Lumière. On voit bien la méthode d'appropriation et d'explication et les vertus que Védresse avait pu instaurer. Peut-être on pourrait maintenant revenir sur l'idée de pourquoi la carrière de Védresse s'est arrêtée. Cet après-midi, on va diffuser un portrait où elle revient, où elle est interrogée sur pourquoi elle arrête sa carrière de cinéma. Alors très modestement, elle dira qu'elle est mère de famille, qu'elle n'a pas le temps et que la télévision l'occupe beaucoup, ce qu'on peut imaginer vu le nombre de documents qu'elle produit. Et il y a
plus de 1000 occurrences sur le site de l'INA quand vous tapez Nicole Védresse. Donc elle a une activité très 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 fournie. Néanmoins, elle explique aussi que, et ça René revient là-dessus, c'est que passer 3 ans sur un film, ce n'est pas jouable. C'est-à-dire que Paris 1900 est le travail de collecte, de quête de 3 années, et qu'aucun producteur autre que Pierre Brandberger ne souhaite s'engager sur un chantier aussi long. Et aussi l'envie de passer à la fiction. Et aussi, elle passe au cinéma, de changer, de ne pas rester dans la non-fiction dans le cinéma. Et l'exemple en est La vie commence demain, que vous avez vu hier. Où là, elle, si vous l'avez vu, je ne vais pas vous raconter, mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est une série d'entretiens contemporains sur l'époque d'aujourd'hui. Donc la télévision la préoccupe beaucoup. Vous voyez là Max-Paul Fouchet, qui était aussi un des membres de Lecture pour tous. Avec le petit projecteur, il s'agit de Louison Bobet. En fait, elle est revenue à plusieurs fois sur ce cycliste qu'elle appréciait particulièrement, et ça a créé... voilà, j'aime beaucoup ces photos. Et on va peut-être maintenant diffuser, avant de laisser peut-être la parole à Laurent Védresse, un autre extrait qui est l'un de ses collègues, Claude Santelli, qui revient sur l'aspect comète de Védresse à la télévision. Donc on passe à l'extrait numéro 3 aussi. Sorte de point de mire d'intelligence. Oui, elle était une espèce de lumière. Moi, j'avoue que comme spectateur, avant même d'entrer dans cette maison, ce visage brièvement apparu le mercredi soir et régulièrement dans Lecture pour tous, c'était vraiment une espèce de phare. Quand on dit phare, c'est un mauvais mot d'ailleurs parce qu'elle n'avait rien de solennel, elle n'avait jamais rien de solennel. Elle avait toujours ce mélange de désinvolture et de gravité, enfin, qu'elle savait allier d'une façon unique. Je sais d'ailleurs que comme spectatrice, elle était comme ça. Elle me racontait à l'époque comment elle regardait la télévision, et elle regardait tout à la télévision. Et avec une espèce d'émerveillement, enfin, elle regardait les émissions scolaires. C'est pas péjoratif, une émission scolaire, ce que je dis là. Enfin, on n'aurait pas pensé qu'elle avait ni le temps, ni le souci de regarder ça. Et elle me disait qu'elle faisait toujours des découvertes. Elle regardait vers 4 heures de l'après-midi des choses que personne ne voit, on a le temps de voir. Et ça l'enchantait. Il y avait brusquement une minute qui l'enchantait, et c'était de ça dont elle vous parlait. C'était cette nonchalance qu'elle avait aussi bien dans la voix, dans la diction. Et dans la diction, il y avait ça, et puis brusquement, cette chose coupante, incisive, qui était la forme même de son intelligence. C'était vrai dans ses promenades aussi, nous habitions le même quartier, et je la rencontrais assez souvent dans ces vagabondages extraordinaires, où là aussi, elle savait s'amuser et se passionner du moindre détail. La rédaction d'une affiche, je me souviens, des histoires d'enseignes, enfin, tout ce qu'elle a raconté dans ses livres, ces dialogues extraordinaires qu'elle savait provoquer avec certaines gens, comme un dialogue qui est devenu maintenant très célèbre, presque une page d'anthologie, avec une mercière chez laquelle elle va acheter un lacet pour le pyjama de son mari. Et de là, c'est tout un monde qui se créait à partir de ces détails, avec encore une fois ce charme, ce sens du jeu, sans lequel, pour moi, il n'y a pas d'intelligence. Et puis, brusquement, on débouchait sur une gravité. Elle savait comme pas une partir, c'était vrai dans ses chroniques de Lecture pour tous, d'un détail, encore une fois, qui ne semblait que pittoresque, que charmant, qu'épisodique, et on débouchait sur toute une conception de l'humanité et de l'avenir pessimiste pour elle, de l'humanité pessimiste. Et non, parce que tout de même sa fréquentation... Non, parce que pour elle, il y aurait toujours cette petite minute. Voilà. Qui sauve tout. Voilà. On garderait toujours la possibilité de cette minute. Et je crois que pour elle, la télévision, c'était ça. Je l'ai vu venir aussi très fidèlement sur les plateaux de répétition de Marcel Craven. Et il y avait toujours le détail qui la frappait. Et c'était pas le détail bête, enfin, comme les gens maniaques qui passent et qui naturellement verront l'ombre de perche, la petite chose qui ne va pas. Mais c'était justement le détail enrichissant et que personne n'avait remarqué. Ça, c'était... Dans une sculpture, elle savait voir l'œil. Oui.
Et elle savait voir dans un texte de la même façon. Je me souviens qu'elle me disait, on est obligé de faire appel à des souvenirs personnels. D'abord, elle avait une telle modestie qu'elle ne parlait jamais de ce qu'elle écrivait. Elle vous parlait toujours de ce que vous faisiez, de ce que vous bâtissiez, de ce que vous écriviez. Et là aussi, je me souviens de réflexions à propos de je ne sais plus quel texte. Elle savait à la fois voir le petit détail que vous n'aviez pas tout à fait remarqué dans ce que vous écriviez, et puis la chose très profonde. Et elle me disait un jour, c'était une des choses qui m'ont touché le plus, parce que c'est peut-être par là que je la sentais fraternelle aussi, quand elle me disait, à propos du théâtre de la jeunesse précisément, que tous ces sujets qui semblaient divertissants et finalement tournaient autour du même thème. Et Dieu sait que pour elle, c'était peut-être le thème essentiel aussi, c'est-à-dire le thème de la liberté. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette femme, encore une fois, vagabonde, nonchalante, s'amusant derrière rien, mais qui avait profondément cette rigueur, cette exigence terrible, et la liberté humaine, la liberté donc dans le travail, la liberté personnelle, c'était la grande chose. Viva Bologna! Viva la Lamborghini! Non ho molto... parlo francese o italiano? Français pour les Français. Alors je vais parler français. Comme j'étais quand même relativement petit quand ma mère a fait ses films, j'ai pas beaucoup de détails à vous donner. J'ai des très bons souvenirs d'avoir joué sur la plage avec Picasso et Prévert, mais tout le reste était un peu trop intellectuel pour moi. Quant à Paris 1900, alors là, tout est passé dans des... Il n'y a eu pratiquement aucun tournage, sauf une petite statue chez un antiquaire. Donc, je n'ai rien de spécial à raconter sur Paris 1900, sauf que je remercie énormément Laurence Braunberger de s'en occuper avec beaucoup de passion. La même chose pour La vie commence demain, que le producteur du film en France n'a jamais voulu qu'on projette ce film depuis, ça a déjà des petites 35 ans ou 40 ans. Il devait y avoir des soirées à la Cinémathèque où il y avait Langlois et tout le monde qui ont été annulés à la dernière minute parce qu'on nous a dit non, monsieur Rubin ne nous donne pas la permission. Voilà ce que j'ai à raconter. Sinon, je suis très content d'être ici. C'est une très bonne surprise pour moi. Et voilà. Sur le travail, quand même, sur le travail de votre mère, c'est pas des choses qu'on vit vraiment dans une vie familiale. Le travail de ma mère m'emmerdait copieusement. Moi, à cette époque-là, c'était juste après la guerre, on avait plutôt envie de s'amuser et je savais pas très bien ce qu'elle faisait. Sauf que j'ai été très content d'aller avec elle
Antibes, quand elle a filmé Picasso. Alors j'ai un détail, c'est que ça ne figure pas dans le film. Au départ, Picasso détestait Gide. Il ne voulait surtout pas entendre parler de Gide. Et je ne sais pas pourquoi, ma mère les a réunis et ils sont devenus copains. Alors, autres anecdotes. Je me souviens de Picasso. On allait toujours dans le même restaurant à Antibes avec Picasso, Prévert. Et de ce temps-là, il n'y avait pas la télévision. Donc les gens qui étaient les clients du restaurant ne reconnaissaient pas Picasso. Et un jour, Picasso, pour s'amuser, a fait le service pendant toute la journée. Et après, il a même dessiné des trucs sur la nappe en papier que personne n'a eu l'idée de récupérer. Voilà, donc moi je ne connais que des petites trucs comme tout ça. Sinon, bravo encore à vous tous. Voilà. Ouais. On montre quelque chose, on montre oui, tu prends le film, c'est comme tu veux. Donc peut-être on a encore quelques minutes. On a tenu le coup. Il nous reste deux documents à montrer. Il y a la remise du prix Vigo où Nicole Védresse avait été jury en 1960. Où elle remet le prix à un jeune réalisateur, mais je vous en dis pas plus, vous allez le voir. Et peut-être on peut aussi montrer dans la foulée Jean Rouge qui évoque brièvement Nicole Védresse. Et on dira quelques mots pour conclure. Ça va comme ça. Le prix Jean Vigo 1960 des longs métrages vient d'être décerné à monsieur Jean-Luc Godard pour À bout de souffle. A également obtenu des voix monsieur Jean-Claude Bonardo pour Morambong. Le prix Jean Vigo 1960 des courts métrages vient d'être décerné à l'unanimité à monsieur Édouard Luns pour Les enfants des courants d'air. Un dessin original de notre collègue et ami Jean Cocteau et un dessin original du peintre Chaplin-Midi seront pour nos lauréats les signes précieux de leur victoire. À bout de souffle est votre premier long métrage. Que représente pour vous l'attribution de ce prix Jean Vigo? Ça me touche beaucoup parce que, enfin aussi autant sentimentalement peut-être que cinématographiquement, parce que j'ai l'impression, Vigo était sur les deux plans du cinéma comme sur le plan social un peu un anarchiste et ça me fait, et quelquefois c'est ce que j'ai envie de faire, d'être complètement indépendant, et j'ai l'impression que l'un des seuls à l'avoir été complètement est Jean Vigo, et je suis très fier d'avoir eu ce prix. Pensez-vous que les prix de cinéma aient leur importance? Oui, parce qu'ils attirent l'attention sur le cinéma au détriment d'autres arts qu'aujourd'hui je trouve moins importants, ou des arts qui sont à bout de souffle, tandis que le cinéma ne l'est pas. Maître, vous faites partie du jury de ce prix Jean Vigo. Pensez-vous que les prix de cinéma, les prix sérieux de cinéma, aient créé une génération spontanée, si j'ose dire, de cinéastes? Bien, moi j'ai toujours été un très mauvais élève, alors je suis contre les prix, contre les estrades. Mais le prix Vigo, c'est autre chose. C'est un prix qui récompense une noblesse.
une attitude très noble dans le cinématographe, comprenez-vous? Oui. Parce que je dois vous dire que les maisons ont d'abord été faites contre la pluie, contre le froid, et puis ensuite il y a eu le palais de Versailles, c'est-à-dire que les industries sont devenues des arts, et le cinéma était à ses débuts était un art, est devenu une industrie. Alors nous avons beaucoup de peine à sortir nos films, et ce sont les jeunes qui nous aident. Ce sont les jeunes en qui on a confiance. Et pour vous dire, par exemple, un cas qui me particulier, sans Truffaut, je n'aurais pas pu faire mon film. Il m'a aidé pécuniairement à faire mon film. Donc les jeunes ont fait une confiance aux jeunes, heureusement, qui va peut-être nous sauver tous. Édouard Lutz, 3e court-métrage. La première fois que vous avez un prix, c'est le prix Jean Vigo du court-métrage. Je pense que vous êtes aussi très content. Très heureux. Vous l'avez obtenu, ce prix Jean Vigo du court-métrage, pour votre court-métrage « Les enfants des courants d'air ». Que sont ces enfants des courants d'air? Eh bien, ce sont les enfants qui vivent autour de Paris. Ce pourrait être d'ailleurs des enfants qui vivent n'importe où. Ce sont des enfants du monde entier. Ce sont des enfants qui vivent entre eux et qui recréent pour eux, qu'ils ne recréent pas d'ailleurs, qu'ils le créent, le monde des enfants, le monde assez extraordinaire des enfants. Et c'est assez extraordinaire parce que ça se passe dans un décor et dans un milieu où, en général, les enfants semblent avoir beaucoup de problèmes pour vivre comme tous les gens qui vivent autour d'eux, d'ailleurs. Mais vous m'avez parlé de solitude. Oui, c'est avant tout, au fond, l'histoire d'un enfant seul. L'histoire de la solitude d'un enfant. Je crois qu'il n'y a pas que les enfants, d'ailleurs, qui sont solitaires. Solitude est un problème propre à beaucoup de gens, mais c'est, je crois, particulièrement bouleversant quand il s'agit d'un enfant. Enfin, personnellement, ça me touche plus. Jean Rouch, ethnologue et cinéaste, un des pionniers de ce qu'il est convenu d'appeler le cinéma vérité, nous parle du sujet qu'il a traité dans Paris vu par. Au départ, je voulais le film ayant 25 minutes, je voulais tourner 22 minutes, je voulais le tourner en un seul plan, avec l'idée que ce film étant un drame, je remontais dans le temps, sans une fissure, sans une seconde d'interruption, pour montrer ce qui précède un drame. Si vous voulez, c'est une préoccupation que j'ai souvent eue. Le premier choc de ce genre a été dans le film de Nicole Védresse sur Paris 1900. Quand vous voyez ce type qui essaye un nouveau parachute qui monte sur le premier étage de la Tour Eiffel, et puis il a convoqué des cinéastes, il n'y a pas la télévision en ce moment-là, et puis il monte sur leur bord, et puis il faut qu'il saute, puisqu'il est venu pour montrer comment fonctionnait son parachute. Et puis on le sent hésiter pendant 1 minute parce qu'il a peur. Et puis il saute et il se tue. Eh bien, si vous voulez, cette minute qui précède un drame, moi, ça me paraît essentiel. Alors là, je voulais montrer les 20 minutes inexorables qui conduisent les gens à un drame. Et un drame qui est un drame basé sur une rencontre, donc un drame complètement hasardeux, dans lequel personne n'est responsable, si ce n'est le destin avec un grand D. Alors ceci posait des tas de problèmes, puisque tourner, il y a... Évidemment, comme l'a fait remarquer Jean-François Roger, ce moment de Paris 1900 a été au centre de beaucoup de réflexions sur le cinéma, à partir de Bazin, bien sûr. Vous en avez également une paraphrase dans Level 5 de Chris Marker, et je lisais hier un passage de Susan Sontag à propos de la photo du chef de la police de Saigon qui abat un homme dans la rue, en tirant dans la tempe, prise par un photographe qui s'appelait, je crois, Eddie Williams. Et Sontag, sans citer le texte de Bazin, fait cette remarque que le regard croisé du chef de la police et du photographe
est ce qui déclenche. Et Suzanne Sontag écrit littéralement s'il n'y avait pas eu l'appareil, il n'aurait pas tiré. Voilà. À suivre donc. Je pense que c'est. Je ne vois pas trop comment on pourrait ne pas mieux conclure cette intervention sur Nicole Védresse. Je pense qu'on peut s'arrêter là et vous dire un grand merci.